troisième partie, le format mini-formation. Donc là, j'ai décidé de prendre un cas pratique, un cas fictif. C'est un entrepreneur qui, du coup, est en situation de divorce avec sa femme. Donc, je vais poser quelques questions. Je ne sais pas si elles seront forcément très pertinentes, mais même toi, peut-être que tu n'auras pas forcément les réponses. Je dirais. Mais donc, quelles seraient les stratégies légales pour déjà protéger son entreprise et lui-même, entre guillemets, dans son divorce? C'est la question qui part d'un divorce. Alors, première chose, divorce avec sa femme ou pas. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Le YEL ou les personnes, le mariage pour tous existe, donc il faut faire attention à ça. Mais surtout, en fait, la base, c'est quoi? C'est qu'une personne qui est mariée, la première question qu'on pose, c'est sous quel régime vous êtes marié? Okay. Parce qu'on a plusieurs régimes de mariage, le régime de la communauté, le régime de la séparation de mère. Et souvent, lorsqu'on est entrepreneur ou profession libérale, le régime de mariage que l'on préfère, c'est la séparation. Pourquoi? Parce qu'on se protège soi et la personne avec qui on se marie. Parce que si par exemple, on est marié sous le régime de la communauté, on monte une société, on fait banqueroute. Et bien, la personne avec qui vous êtes marié, elle est dedans aussi. Parce qu'elle est prise par vos dettes également. Alors que sous le régime de la séparation, moi aujourd'hui je suis marié, je fais banqueroute, ben, la personne qui est avec moi, elle est protégée. Donc déjà, c'est les premières questions à se poser. Quelle est l'entreprise? Quelle est la place de l'entreprise? Quelle société on a? Et quel régime on est marié? C'est les premières questions à poser. Et ensuite, on adapte. On adapte également la procédure de divorce qui est à faire. Ensuite vient également toutes les questions de depuis quand la société existe et quand est-ce que vous êtes marié? Est-ce que la société il y a eu avant le mariage ou après le mariage? Ça, c'est toutes les questions qui viennent. Est-ce qu'on est dans la communauté ou pas dans la communauté? Et ensuite, bien évidemment, est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que madame a des parts dans la société ou pas? Donc là, est-ce qu'on est en capacité de arracher les parts dans la société? Est-ce que madame veut continuer à travailler dans la société? Ça, bien évidemment, ça ne peut pas se régler en 5 secondes et juste en vous répondant à certaines questions. Et c'est toutes les interrogations qu'il faut avoir et surtout les voyants d'urgence et d'alerte lorsqu'on est bien évidemment entrepreneur et qu'on veut se marier, etc. Il faut avant consulter un avocat ou un notaire qui va vous expliquer bien évidemment les solutions, les choses à éviter et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, aller consulter un avocat avant de se marier, lorsqu'on est entrepreneur, c'est pas un gros mot. C'est se protéger. Nous, parfois, on aime bien dire, mais venez nous voir avant le problème. On vient souvent voir l'avocat lorsqu'on a un problème. Mais on peut parfois venir voir un avocat avant le problème. Lorsqu'on crée sa société, lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on a un problème dans sa vie, avant que le problème devienne trop gros, venir voir l'avocat, c'est parfois bénéfique. Parce qu'on a travaillé en fait une stratégie sur comment se positionner, quoi faire avant par exemple de divorcer, pour avoir le meilleur régime fiscal, pour éviter de payer trop d'impôts, etc. On est là également pour conseiller là-dessus, sur un divorce, avant de divorcer, avant de lancer une procédure en divorce, vendre son bien est pas plus intéressant que de divorcer et vendre son bien pendant le divorce. Parce que les impôts sont également présents. Donc, toutes ces questions en fait sont très importantes, surtout sur les chefs d'entreprise. Et du coup, ça c'est hors contrat de mariage. Alors, sur quoi? Les deux. Les deux, ben, en fait, il y a automatiquement, sans contrat de mariage, c'est le régime de la communauté qui s'applique. Et s'il y a un contrat de mariage, la séparation est importante pour mettre en place. Est-il possible de négocier des accords pré-nuptiaux ou post-nuptiaux pour protéger les intérêts de l'entreprise? Oui. Comment ça fonctionne? Il existe des accords, alors vous les donnez là de tête, je ne les ai pas, mais on peut rédiger des accords avant, bien évidemment, de faire le contrat de mariage, ou même après. Surtout pour protéger son entreprise, c'est totalement possible. Donc, pareil, avocat, le plus tôt possible, pour protéger sa structure, son entreprise, à partir du moment où elle est créée. Donc, c'est soit elle a été créée avant le mariage, soit elle est créée pendant le mariage. Ou soit on prend des parts dans une société. Dans ce cas-là, par contre, il faut faire très attention sous quel régime on est marié. Et peut-être faire modifier, on peut tout le monde faire modifier son régime matrimonial. Même avant. Pendant qu'on est marié. Si votre situation change et que vous devez devenir chef d'entreprise, vous allez faire modifier votre régime matrimonial en passant sous la séparation de mère. Ça, il faut avoir à l'esprit. Concernant la fiscalité, quels sont les impacts fiscaux potentiels d'un divorce pour un entrepreneur?
Les impacts fiscaux, c'est compliqué à dire parce que ça dépend de tellement de paramètres. Mais oui, c'est ce que je vous ai déjà donné un exemple tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un bien en commun. L'impact fiscal est important si on vend le bien avant ou après ou pendant le divorce. Donc là, les impacts fiscaux d'un divorce, je ne vais pas vous dire que c'est catastrophique. Plus souvent, le mari ou la femme ou la personne qui a le plus gros patrimoine part avec un boulet au pied parce qu'il donne beaucoup d'argent à la personne avec qui il a passé sa vie, oui. Parce qu'aujourd'hui, le divorce pour faute n'existe plus, entre guillemets. C'est souvent le divorce par altération du lien conjugal qui est utilisé. C'est une procédure qui dure en fait pendant 2 ans, où au bout d'1 an, où les personnes ne vivent plus en commun, ils peuvent divorcer. Les personnes se séparent, ils ne vivent plus depuis 1 an, on peut divorcer. Il faut une altération du lien conjugal, c'est-à-dire qu'ils ne vivent plus ensemble, qu'ils ne respectent plus les principes du mariage pendant 1 an. Voilà. Donc c'est souvent ça qui est mis en place. Le divorce pour faute peut être quand même encore expliqué, peut-être une cause de divorce. On peut avoir un intérêt sur ce qu'on appelle vulgairement la prestation compensatoire, et ce qui souvent fait peur aux personnes qui divorcent, et où il y a une personne qui a ce qu'on appelle une disproportion de revenus. Une disproportion de revenus, c'est la un qui est chef d'entreprise, et l'autre qui est homme ou femme au foyer. Il y a une disproportion de revenus, c'est lui qui apporte l'argent, et la personne qui est adoptive s'occupe des enfants et qui a peut-être sacrifié sa vie professionnelle pour que l'autre puisse exercer une activité professionnelle. Et la prestation compensatoire est faite pour régler cette disproportion faite par le divorce. C'est là où les avantages fiscaux sont compliqués aussi. Parce que lorsqu'on divorce, on n'a plus une communauté, on est seul, donc il y a plein de choses qui entrent en conséquence. Et on peut ou on ne peut pas les optimiser. On peut les optimiser, on veut un plan. Parce qu'une fois qu'on a reçu l'assignation de divorce, c'est que la procédure est partie. C'est compliqué. Exactement. Lorsqu'on sait qu'on va divorcer ou lorsque c'est nous qui voulons prendre la décision, aller voir un avocat dès le départ, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'il va vous conseiller sur quoi faire pour se protéger fiscalement, mettre en vente certains biens, etc., pour pouvoir se protéger fiscalement. Pareil, pour du coup, c'est de ça qu'on parle, c'est comment préparer ce divorce. Comment, je sais pas, dans quels documents et informations on peut... Le document d'information sur un divorce, c'est que c'est souvent compliqué, parce que comme on l'explique souvent pas, bien évidemment, copie du livret de famille, parce que souvent c'est la bataille. Lorsque les couples se séparent, il y en a un qui parle du livret de famille, l'autre ne l'a pas. Donc il faut demander une copie à la mairie, etc. Donc toujours avoir une copie du livret de famille, les actes de naissance, les enfants, etc. Et avoir un dossier qui justifie de tout ce qu'on paye, et tout ce qu'on ne paye pas, de ses biens, etc. Après, c'est qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, et on coupe la poire en deux, c'est un peu ça. Donc, il y a des divorces, on a des biens en commun, pas des biens en commun, etc. Donc, en fait, il faut avoir avec soi tous les documents qui justifient de notre situation actuelle. C'est comme ça que nous, on le vulgarise et qu'on le dit à nos clients. Il nous faut vos documents sur votre situation actuelle. En fait, c'est ça. C'est comment prouver, source de revenus, quelles sont les charges, est-ce qu'on s'occupe des enfants ou pas, lorsqu'il y en a, et si on a une société, quelles sont nos parts, quelles ne sont pas nos parts, etc. Est-ce qu'il y a des comptes communs, pas en commun, est-ce qu'il y a des dettes, est-ce qu'il y a des emprunts, est-ce qu'il y a... Qui paye quoi? Le mauvais tableau, plus, moins. Qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je dépense, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on n'a pas en commun, qu'est-ce qui est perçu, qu'est-ce qui n'est pas perçu. Voilà ce qu'il faut préparer avant un divorce. Très bien. Mais bon, ça se prépare souvent au dernier moment, et parfois on le subit plus que ce qu'on le prépare. Justement, c'est la prochaine, la gestion pendant le divorce. Comment... Alors là, il y a plein de critères, parce qu'il y a des divorces où les personnes aujourd'hui, c'est très à la mode, vivent dans le même domicile et décident de divorcer. Sauf que par exemple, il y en a un qui a 60% des parts et l'autre 40% des parts en gros de la maison. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme dans le film Sous le même toit, c'est-à-dire les deux vivent ensemble dans une maison, et voilà, il y en a un qui a 60% et l'autre 40%. Ou alors, la personne qui a un pourcentage part et laisse la jouissance du domicile conjugal, il demande à la personne de lui payer un loyer. Ou alors, sinon, cette personne qui a le plus gros pourcentage a la capacité de racheter le pourcentage de l'autre. En fait, c'est des paramètres. Un dossier de divorce, ça ne se règle pas en 6 secondes. C'est toujours en fonction du couple, en fonction des biens, en fonction des rémunérations, en fonction des situations de chacun. Mais aller voir à la base un avocat, c'est ce qu'il faut faire pour se protéger en tout cas. Écoute, merci beaucoup. Je vais peut-être juste une dernière.
quelle est l'importance de s'entourer d'une équipe de professionnels, avocats, comptables, conseillers financiers, justement dans ce cas précis? Bon, la réponse C'est un divorce. cas d'un divorce ou pas forcément? Pour un chef d'entreprise et comme pour tout le monde, hein, Voilà. avoir les bons conseillers, les bonnes personnes autour de soi, c'est la base. Mhm. De ce que tu veux créer avec un projet de chef d'entreprise autour de soi, ben, ça existe déjà, mais un projet avec des projets qui peuvent être liés et des chefs d'entreprise qui se font confiance et qui peuvent également, le bouche à oreille, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la base aussi de tout. Et aujourd'hui, ça se perd parce que tout est digitalisé, tout est utilisé, les moyens technologiques pour pouvoir travailler de manière plus intelligente, c'est bien. Donc pouvoir trouver un entrepreneur qui est ailleurs et en qui on peut avoir confiance, ça peut être un intérêt dans ton projet. Et donc s'entourer de personnes compétentes, c'est la base de tout. Et avoir besoin d'un bon expert comptable, d'un bon avocat, c'est aujourd'hui dans un divorce, si je reprends ton cas, c'est la base. Ouais. C'est la base pour un chef d'entreprise d'avoir son expert comptable, son avocat qui va le conseiller au mieux sur tous les points. Nous, c'est vrai qu'on apporte également un soutien moral et psychologique. Oui, on est là, avocat, pour traiter juridiquement des faits, et lorsqu'on est sur un divorce, on ne peut pas mettre de côté l'humain. L'humain fait partie intégrante de notre métier, et le côté humain dans un divorce encore plus. Ouais, surtout sur des divorces, où il y a des enfants, où il y a plein de considérations. Et pour comprendre en fait le problème, on est obligé de rentrer dans la vie intime des gens. Donc pour avoir confiance dans son avocat et pouvoir tout lui dire, etc., la confiance ça se gagne, et ça se perd aussi facilement, et c'est pour ça que avoir confiance en la personne avec qui on est, c'est plus important. Et avec qui on travaille encore plus. Ok. Ça sera la dernière. Comment choisir le bon avocat en soi, pour tout, pour n'importe quelle procédure? Comment on peut décerner un avocat qui est un charlatan plutôt qu'un bon avocat? Ça c'est extrêmement difficile, Ouais. parce que souvent au premier abord, l'avocat fait souvent bonne impression. Moi je parle souvent de feeling, il y a un feeling qui se passe très souvent parce que, comme je l'ai dit, c'est pas seulement un numéro de dossier. Derrière un numéro de dossier, un nom qu'on écrit sur une pochette, il y a un humain. Et il y a un humain aussi en face de vous. Lorsque vous allez voir un avocat, il y a un humain. Et la relation qu'on crée, elle est importante. Il faut d'abord avoir la confiance. Le côté professionnel est très important, mais ressentir l'humain est primordial. Si on ne ressent pas la personne, si on sent qu'elle n'a pas compris notre problème, ou qu'elle n'a pas pris le temps de prendre en considération le problème, il faut changer d'avocat. En fait, à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce que j'ai confiance en lui et est-ce qu'il m'a vraiment compris? Parce qu'il y a certains clients qui pensent que l'avocat doit écrire tout ce qu'on lui dit. On n'est pas un dactylo. Donc, parfois, l'avocat, il est là pour rentrer dans son client. Pour moi, c'est ça un bon avocat. Un bon avocat, c'est pas dire oui à tout ce que va dire son client. Et il est là pour le conseiller. On est d'abord un conseil. Donc, le conseil, c'est pas dire oui, vous avez raison. Parfois, il y a certaines personnes qui disent bien, mais vous me dites ça. Mais oui, je suis là pour vous conseiller en fait. Je suis là pour vous dire que le chemin que vous avez pris, il n'est pas bon. Et pour vous en sortir, vous devrez plutôt faire ça. Et en fait, on est là pour leur dire quoi faire. Donc il faut avoir bien évidemment la confiance, mais aussi se dire que mon avocat, il n'est pas juste là pour prendre ses honoraires et se dire je veux lui faire ça pour ça. Non, l'avocat, il est là pour conseiller au mieux, dire pour régler votre problème, il faut faire ça. Quand on sort d'un cabinet d'avocat, on doit sortir avec une solution. Si on sort avec des questions, c'est qu'il y a un problème. Et parfois, les questions qu'on pose, l'avocat, il n'est pas capable de ne pas les écouter parce que lui, il sait où il veut aller. C'est parfois la difficulté. De toujours être à l'écoute et surtout de savoir où il faut aller. Et pour bien choisir son avocat, déjà, il faut un avocat. Moi, je prêche pour ma paroisse, donc je dis qu'il faut un avocat qui est à proximité, qui est joignable, qui est réactif et en qui on peut avoir une certaine confiance, et elle se gagne par ce côté humain, ce rapport humain qui est pour moi indissociable et tellement important aujourd'hui. On digitalise tout, on s'écrit par mail, et pour moi le premier rendez-vous, le contact, il est important. Après, bien évidemment, si la personne est loin, tout faire par mail et par téléphone, c'est normal. Aujourd'hui, on a les outils pour le faire. Mais il faut avoir ce côté-là. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on essaie d'arriver, de toujours se perfectionner sur la visio, sur tout ça, pour être
le plus adapté à la société actuelle. De coller aux problèmes des gens actuels. Oui, bah, c'est ça. C'est plus difficile. Mais pour bien choisir son avocat, pour moi, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'il est là vraiment pour m'aider ou est-ce qu'il est là pour me prendre de l'argent? Quand on est chez un charlatan, c'est souvent ça. Oui, oui. Et est-ce qu'il fait des procédures pour faire des procédures et derrière il fait rien? Bon, là, on a bien compris qu'on a affaire à un charlatan. Ou est-ce que, en fait, il me conseille, il me dit quoi faire parce qu'il sait où il va? Voilà. Nous, on a une politique, tout ce qu'on fait, on l'envoie d'abord au client. Donc, il y a une transparence, en fait. Les avocats qui disent oui, je vais le faire, mais qui ne vous envoient jamais rien, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Oui, je vais le faire, vous ne voyez jamais un courrier, vous ne voyez jamais rien. Vous avez des questions. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à toi. J'espère que ça vous aura plu. Plaisir. Et j'espère que les questions t'auront également plu. Merci. Et à la prochaine vidéo, vendredi, tous les vendredis à midi.